Chers élèves, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Et donc nous allons continuer ce qu'on a commencé auparavant. Je vous rappelle que nous sommes cette fois-ci sur un cours de soutien de régulation qui porte sur le deuxième module programmé bien sûr, qui est celui d'Antigone, une pièce de théâtre réalisée par Jean Anouilh. Voilà, donc je vous rappelle que l'enjeu de cette leçon est de faire un rappel qui porte sur l'auteur, le genre en question dans le théâtre, les personnages et les événements phares. On commence par le commencement. Donc, qui est Jean Anouilh? Donc, Jean Anouilh est d'abord un dramaturge. Donc, c'est quelqu'un qui a écrit pas mal de pièces de théâtre. Donc, de son nom et de son prénom, Jean Anouilh, il est né, en date de naissance, le 23 juin 1910, ça veut dire donc sur la première moitié du XXe siècle. Il est né également à Bordeaux, qui est une ville française. Il est mort le 3 octobre 1987 à Lausanne, en Suisse, cette fois-ci, non pas en France. Et puis, donc, parmi ses œuvres donc, les plus réputées, on a l'Hermine, écrite en 1932, Le bal des voleurs en 1938, et Antigone, comme vous le savez, en 1944. Maintenant, à la question, qu'est-ce que le théâtre? Je vous propose les éléments de réponse suivants que vous devriez sans doute connaître. Bien, regardez un peu. Donc, le théâtre est d'abord un genre littéraire qui a vu le jour environ 500 ans, c'est-à-dire 5 siècles avant Jésus-Christ, dans la Grèce antique. Donc, c'est pas la peine de vous rappeler que le théâtre a vu le jour avec notamment des noms tels que Aristophane ou Sophocle, et ainsi de suite. Le théâtre fut défini par Aristote comme étant l'art de la mimésis par opposition à l'art de la poésis. Je rappelle que du temps d'Aristote, donc la mimésis c'était l'art de faire comme, d'imiter, donc c'était le théâtre. Et donc le deuxième volet c'était l'art de la poésis qui va engendrer par la suite ce qu'on appelle également le roman de nos jours. 3. Le théâtre compte plusieurs sous-genres, dont, entre autres, la comédie, la tragédie, le drame bourgeois que vous avez vu l'année dernière lorsque vous avez étudié donc, le bourgeois gentilhomme de Molière. Puis également, donc, on a le drame romantique, notamment avec l'avènement de Victor Hugo. Et puis, donc, entre autres sous-genres, le vaudeville. Par la suite, donc, le théâtre consiste à présenter sur scène une situation proche de la réalité. Donc, en effet, donc, le théâtre a pour objet de récupérer une situation, un phénomène social qu'on trouve dans la société, de manière à le mettre sur pièce, donc à le mettre sur scène, pour pouvoir mieux le comprendre. Ensuite, le théâtre a également pour objet d'informer, de rapprocher le lecteur, spectateur de la réalité, puis de critiquer certains travers de la société, sinon de les corriger. Donc je rappelle que chaque pièce de théâtre a été écrite pour un objectif, donc c'est soit informer sans doute, puis également corriger, critiquer, modifier, ou peut-être corriger. Voilà donc à la question qu'est-ce que la tragédie classique, donc je vous propose des éléments de réponse suivants. Donc la tragédie classique est attendez, voilà, donc on avance un peu. La tragédie classique a marqué plutôt le XVIIe siècle en France, et elle se caractérise par son respect des règles suivantes que vous devez encore une fois sans doute connaître. Donc je commence par la règle des 3 unités. La première, c'est l'unité du temps. C'est-à-dire qu'à l'époque du temps de Sophocle, donc d'ailleurs ça concerne toute la tragédie classique, une pièce de théâtre ne devait pas dépasser les 24 heures. Ensuite, donc l'unité du temps, plutôt du lieu, il fallait qu'une pièce, que les événements de la pièce de théâtre ne se déroulent pas sur pas plus d'un lieu. L'unité de l'intrigue, donc il fallait qu'il y ait une seule intrigue, ça veut dire un seul commencement et une seule fin, donc un seul fil conducteur. Et puis donc on a également donc, la règle de la vraisemblance. Donc la vraisemblance, ça veut dire qu'il faut que les événements rapportés par la pièce soient un peu identiques, vraisemblables, sinon proches de la réalité, qu'ils ne soient pas exagérés par l'effet de l'imagination. Et puis enfin, donc, la dernière règle qui est la règle de bienséance, ça veut dire qu'il ne faut en aucun cas présenter des choses qui peuvent un peu booster, donc choquer la sensibilité du spectateur ou du lecteur. Notamment par exemple, donc, il ne faut pas montrer du sang sur la pièce. Notez bien s'il vous plaît, donc, une particularité propre à la pièce d'Antigone, c'est que Antigone est dite tragédie moderne,
car le dramaturge qui est Jean Anouilh a récupéré une pièce portant sur le même titre, qui est bien sûr celle de Sophocle, vous connaissez, et qu'il a essayé donc de rajeunir, de modifier, de manière à ce qu'elle puisse servir d'abord les enjeux politiques du siècle, donc notamment la critique faite de l'implication de la France dans le deuxième conflit mondial, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite pour marquer sa propre version à lui, donc donner sa signature si on veut, en utilisant des techniques anachroniques par rapport à la première version, donc qui sont des anachronismes, par exemple le fait d'évoquer quelque chose qui dans le temps n'existait pas, donc je parle de l'ail, du vin, de la casquette des gardes et ainsi de suite. Et puis donc, pour ce qui est de la question, quels sont les principaux personnages de l'œuvre, vous les connaissez sans doute, mais on va essayer quand même de les revoir. Donc, en premier lieu, sur le tableau synoptique suivant, donc, vous avez Créon. Créon qui est l'oncle et le roi après la mort d'Oedipe. Donc l'oncle d'Antigone, donc des frères, plutôt des enfants d'Oedipe, et en même temps, c'est le roi, c'est lui qui deviendra roi après bien sûr la mort d'Oedipe. On a également Antigone, donc Antigone qui est fille de Jocaste et d'Oedipe, fiancée du fils du roi Créon, Aimon bien sûr. Elle est fruit de l'inceste. Pourquoi? Parce que la relation qui unit Oedipe à Jocaste est une relation interdite, un rapport interdit, et qui a pourtant engendré la naissance de 4 enfants. Donc, et c'est un personnage hautement tragique. Pourquoi? Parce que non, elle ne jure que par la mort et que par la tragédie. Ismène, qui est la sœur d'Antigone, elle est ce qu'on appelle un peu le personnage anti-tragique, c'est-à-dire le personnage qui embrasse la vie à main, plutôt à bras ouverts. On a également donc Aimon qui est le fils de Créon, comme je viens de le dire tout à l'heure. C'est aussi le fiancé d'Antigone, bien qu'on s'attendait à ce qu'il soit le fiancé d'Ismène. C'est un jeune homme assez faible. Pourquoi? Car il est incapable de modifier le cours des événements. On l'a vu donc rouspéter devant son père, on l'a vu également parler à Antigone, entamer une discussion assez virulente, mais au terme desquels il n'a pas su changer un peu, moduler le cours des événements. Et puis on a également donc les gardes qui sont au nombre de 3, Boudos et j'en passe, qui sont les auxiliaires de Créon. Pourquoi auxiliaires? Parce que c'est eux qui vont permettre à Créon d'appliquer sa politique. Donc ce sont des personnages, entre autres caractéristiques, qui sont cruels, très durs, et également vulgaires, qui se permettent de dire des vulgarités. Donc je pense que vous avez su le voir sur la scène. Il y a également donc le personnage d'Eurydice, qui est l'épouse de Créon, et qui est un personnage inerte sur toute la pièce. Pourquoi inerte? Parce qu'elle ne va pratiquement pas bouger. Donc, depuis le début, elle tricote, et elle finira par tricoter jusqu'à se lever et se donner la mort. Voilà, donc, ici présent, donc, on a également le messager. Donc, c'est lui qui est venu annoncer à la fin de la pièce la mort des 3 personnages, pour mettre en œuvre d'ailleurs la règle qu'on a vue auparavant, la règle de la bienséance. Donc pour ne pas montrer du sang, pour ne pas montrer de scènes choquantes, donc c'est le messager qui va prendre la responsabilité de venir annoncer au public ces 3 morts. On a également le page, donc le page c'est le petit homme qui accompagne toujours Créon et qui symbolise en profondeur la conscience du verbe tuer, donc se taire, du roi. Pourquoi donc je me rappelle quand le page me rappelait, est-ce qu'on pourrait par exemple la faire s'évader, donc la déplacer, ajourner sa mort. Donc ce sont des suggestions que plutôt Créon se donne à lui-même, donc inconsciemment. Voilà pourquoi le page représente un peu la conscience du roi. Et puis on a en dernier lieu donc le prologue qui a servi donc au début de la pièce. Donc c'est un personnage qui prend place sur la scène avant le commencement des événements pour présenter à tour de rôle les personnages par lien de parenté, je l'indique, pour donner donc une idée du cours que prendront les événements. D'ailleurs, ce qui a changé donc de Sophocle à Anouilh, c'est que Sophocle, plutôt Anouilh, a neutralisé tous les éléments de suspense. Donc il a tout donné sur le prologue. On sait d'ores et déjà, donc, depuis le prologue, Antigone va mourir et que 2 autres personnages également vont mourir. Bien, on enchaîne cette fois-ci avec la question suivante. Donc je lis la question. Quel rapport entretient la pièce avec le mythe d'Oedipe? Et donc je vous apporte les éléments de réponse suivants. Regardez. Le roi Laios, je vous le rappelle,
a rencontré un oracle, c'est donc quelqu'un qui prédit l'avenir, qui lui fit une prophétie, donc il va divulguer un secret d'avenir, des plus alarmants, donc des plus dangereuses. Donc il lui dit qu'il aura un fils qui épousera sa propre mère et tuera son père. Le roi Laios, qui est le père de Dieu, entendant prévenir cette prophétie, ça veut dire peut-être essayer d'éviter cette prophétie, donc ordonne que l'on se débarrasse d'Œdipe dans la forêt. Ce dernier, donc qui est Oedipe, fut récupéré par un roi qui l'adopte. Et en devenant mature et assez grand, Oedipe décide d'aller à la recherche de ses origines. Il croise sur son chemin un homme à qui il ordonne de s'écarter de son chemin. Devant son refus, donc devant le refus du roi, Laios, il le tue, c'est son père. Il tue son père sans s'en rendre compte. Voilà, donc il parvient à résoudre l'énigme du Sphinx, donc le Sphinx qui gardait la ville de Thèbes, s'en débarrasse. Je vous rappelle que le Sphinx s'est jeté d'une falaise pour se donner la mort, et reçoit donc, c'est Oedipe qui reçoit sa propre mère comme épouse en guise de remerciement, ainsi que le trône. Donc il va devenir, puisqu'il a libéré Thèbes de l'emprise du roi et également de l'emprise du Sphinx, donc c'est lui qui prendra la place du roi. Il se mariera accidentellement à sa propre mère et bien sûr négociera l'inceste. De cette union incestueuse, donc de cette union interdite entre un fils et sa mère, il a enfanté 4 fils et filles, donc Polynice, Éthéope, 2 garçons, Ismène et Antigone, 2 filles. Oedipe finit par rencontrer le même oracle, des jours après, enfin des années après, qui lui révèle qu'il avait commis l'irréparable. Donc il lui dit donc, Oedipe, vous avez tué votre père, vous êtes marié avec votre mère, et vous avez enfanté des enfants incestueux. Par la suite, donc suite à quoi il se crève les yeux, donc je le dis bien, donc c'est Oedipe qui va se crever les yeux, et s'engage à déambuler dans les rues de Thèbes, donc déambuler de marcher donc sans raison apparente, et d'autres lieux sans raison apparente, avec à ses côtés sa propre fille Antigone. Donc je rappelle que parmi ses enfants, il y avait uniquement Antigone à ses côtés qui lui tenait la main et qui vagabondait de ville en ville, de quartier en quartier. Entre-temps, Éthéope donc conclut avec son frère Polynice de régner une année sur la ville pour ensuite céder le trône à son frère et ainsi de suite, donc à tour de rôle. Éthéope refuse à l'issue de la première année de donner la main, de rendre la main à son frère et va débuter donc une guerre qui les mènera tous les deux à la mort. Donc, Créon intervient et s'accapare du trône en ordonnant de priver Polynice des devoirs funèbres et de les accorder bien sûr à Éthéope. Bien, à la question où se déroulent les événements de la pièce, eh bien, donc, elle se déroule majoritairement, de manière globale, dans la ville de Thèbes, dans le château royal. Certains événements se déroulent également à l'extérieur, donc notamment dans le jardin ou sur quelques lieux de la ville de Thèbes, où il y avait par exemple la foule. À la question, rappelez les principaux événements de la pièce, donc les événements qui édifient, on dira, l'architecture de la pièce. Donc, on a d'abord tous les personnages sont sur la scène. Le prologue présente les personnages et le contexte de la pièce. Donc, c'était bien sûr la première partie de la pièce. Ensuite, donc, le premier événement phare, c'est lorsqu'Antigone s'est levé en pleine nuit pour aller enterrer Polynice, son frère. Et puis, donc, quand elle est revenue, Ismène et Antigone conversent de l'envie d'Antigone d'enterrer Polynice. Ismène explique qu'elle est contre. Oui, donc après avoir eu une discussion avec la nourrice, elle va avoir une autre discussion avec, bien sûr, Antigone à propos du sujet d'enterrement. Antigone s'assure par la suite qu'Aimon qu'il l'aime, enfin que Aimon l'aime, et qu'il voulait bien d'elle le soir où il a demandé en fiançailles, donc je rappelle le soir du bal. Et puis donc Aimon est ensuite parti, donc il est parti bredouille comme on dit. Ismène fait part à Antigone de ses peurs vis-à-vis de l'enterrement de Polynice. Je rappelle qu'elle craint la foule et également la cruauté de Créon. Donc Antigone vient d'être ensuite interpellée par les gars en flagrant délit de recouvrement du cadavre de son frère. Et puis Créon va essayer de protéger Antigone en faisant oublier son crime au reste, bien sûr, au garde de bord.
Antigone n'en fait qu'à sa tête, elle est têtue comme une bulle. Hémon tente de convaincre son père de sauver Antigone. Malheureusement, donc, Antigone, qui est interpellée, se pose des questions sur la mort et sur la façon dont elle va mourir. Donc, je rappelle que sur cette partie-là, elle était toute seule dans une chambre, en train de penser un peu à la mort, et c'est le moment le plus indicatif de la peur d'Antigone. Et enfin, donc, on a le messager qui va, le messager qui cherche Eurydice et vient apprendre au spectateur à la fin qu'Antigone s'est pendue dans la caverne où elle était emmurée, vivante. Puis Kémon, qui a découvert ceci, s'est tué en se plantant l'épée dans son ventre, ce qui fait un total de 3 morts. Voilà, donc à l'issue de cette leçon, je vous demanderai d'essayer donc de compléter ce tableau. Donc à la question « Avez-vous apprécié l'œuvre ?» Donc vous êtes libre de choisir donc, de répondre sur l'une des deux colonnes, pourquoi pas les deux. Donc oui, j'ai apprécié, donc il faut des éléments de réponse. Pourquoi? Donc par exemple, parce que Antigone a fait preuve de courage, parce que peut-être cette pièce nous renseigne un peu sur le fait d'en faire qu'à sa tête, peut-être. Hein. Donc, et également dans cette pièce pourrait ne pas vous avoir été d'une grande utilité, sinon vous pouvez ne pas l'avoir aimé. Pourquoi donc pour certains éléments de réponse? Peut-être que parce qu'il y a un peu trop de tragédie, trop de sentiments un peu embarrassants, donc c'est à vous de voir. Et donc je vous appelle à conclure ce tableau. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette leçon. Donc je vous dis donc bye bye, au revoir, à un prochain numéro, Inch'Allah. Merci.